Salut à tous, je me présente, je suis l'artiste Vanilline, je réalise entre autres des portraits animaliers particulièrement équins au pastel, au crayon pastel, d'après photo. Et donc j'ai réalisé cette petite vidéo pour tous les artistes qui passent leur temps libre à faire des portraits d'après photo au crayon. Peut-être plus spécifiquement le crayon pastel puisque c'est ce que j'utilise, mais je m'adresserai également à toutes les personnes qui utilisent le crayon de couleur et le crayon de papier et graphite. Pour répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser ces derniers temps sur les réseaux sociaux et les questions qui reviennent aussi régulièrement par rapport aux échanges que j'ai avec toutes les personnes qui me demandent des conseils. Et donc pour pouvoir vous répondre, vous expliquer un peu comment je fonctionne, comment je travaille pour vous aider à progresser si vous bossez tout seul. Donc ce que je vais faire, comme vous n'aurez peut-être pas l'envie ni le temps de regarder toute la vidéo, c'est que je vais noter toutes les questions en commentaire de vidéo, toutes les questions qui m'ont été posées et le temps correspondant auquel j'en parle. Donc si vous avez peu de temps, il vous suffira de voir les sections qui vous intéressent spécifiquement. Donc globalement, je vais faire très rapidement une petite présentation sur mon travail. C'est vrai qu'il y a eu quelques questions qui m'ont été posées sur mon parcours. Je pense pas que ce soit le plus important par rapport aux attentes que vous pourriez avoir, donc je vais me présenter assez rapidement pour vraiment prendre plus de temps sur, je pense, les questions qui vous intéressent vraiment et qui vont vous aider à progresser, à savoir les questions qui concernent tout le matériel que j'utilise dans un premier temps, et ensuite les questions vraiment de technique, plus spécifiquement le crayon pastel, mais je pense que même si vous travaillez au crayon graphite ou au crayon de couleur, vous trouverez des petites idées ici et là qui seront bonnes à prendre, quelle que soit votre technique en fait. Donc quelques mots sur mon parcours. Alors en fait, je n'ai pas suivi de formation artistique, ni de cours de dessin ou d'art d'une quelconque manière que ce soit. Donc c'est vraiment en tant qu'autodidacte que j'ai pu acquérir ma technique. Ça va faire 4 ans que j'ai commencé vraiment les portraits au pastel, d'après photo. Ça va faire un peu plus de 2 ans que j'en vis à temps plein. Donc je vis entre autres des commandes qu'on peut me faire de portraits d'après photo. Et donc, j'ai pas du tout la prétention de vous dire que ce qui va suivre dans cette vidéo, ça va être des conseils à prendre au pied de la lettre. Ça va être des conseils que je vais vous donner par rapport à mon expérience à moi, mes remarques, mes observations personnelles par rapport à mon travail. Et donc, je ne garantis pas que les conseils que je vais vous donner vont être en accord avec ce que vous pourriez apprendre pendant une formation académique. Donc, c'est vraiment des conseils à prendre avec du recul, à considérer comme vraiment un point de vue. C'est intéressant d'en avoir plusieurs pour se faire sa propre opinion. Et j'espère que ces conseils s'appliqueront à votre cas et vous permettront de progresser. Donc maintenant, on va passer aux questions en rapport avec le matériel. Donc c'est vraiment les questions qui reviennent le plus souvent, c'est quelles sont les marques que j'utilise. Je pense que on va prendre un petit peu de temps pour répondre à toutes les questions. Alors en sachant que la chose que je dis toujours quand on me demande quelles sont les marques que j'utilise, c'est que moi j'utilise du matériel, j'ai mes petites habitudes, mais il faut bien se dire que c'est pas parce que moi j'utilise une marque que ça va être la meilleure. Parce que chaque technique, chaque personne aura forcément une façon de travailler différente. Du coup, l'idéal c'est de pouvoir tester plusieurs marques et vraiment trouver celle qui vous convient. Et donc le matériel, c'est vraiment important de passer du temps dessus, de passer du temps à tester des marques, etc. Pour trouver celles qui vous conviennent. Parce que c'est vraiment la base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour ensuite pouvoir faire des choses à la hauteur de vos espérances. Donc moi ce que j'utilise, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des pastels, des crayons pastels secs, pas gras, du pastel sec. Je vous montre un exemple, hop. Donc c'est la marque Faber-Castell et donc les crayons pastels, ils s'appellent Pastel Pit. Voilà. Donc ça, c'est les crayons que j'utilise. Au niveau des feuilles que j'utilise, ce sont des feuilles pastel mat. Ce sont des feuilles spécialisées pour les dessins au pastel.
Il existe beaucoup d'autres marques qui sont spécialisées dans le pastel, donc si vous faites du pastel et que vous avez envie de vous y mettre, je vous conseille vraiment de partir sur des marques spécialisées dans le pastel qui auront une texture qui vont permettre d'accrocher, parce que le pastel, c'est une matière un peu comme de la craie, donc c'est une matière assez volatile, faite de pigments, qu'il va falloir accrocher sur le papier, et donc le pastel mat en l'occurrence que j'utilise, c'est vraiment très 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 accrocheur. D'ailleurs au début c'est un peu surprenant, ça pardonne moins les fautes parce qu'on peut moins facilement corriger ses erreurs, on peut moins rectifier, mais ça a l'avantage de très très bien accrocher et donc d'avoir une meilleure tenue. Alors, une très bonne question, c'est comment je taille mes crayons. Pour revenir sur les crayons, c'est une bonne question parce que j'ai souvent des remarques à ce sujet. Le crayon pastel se taille difficilement avec un taille-crayon parce qu'il est tellement fragile qu'il va se casser, et c'est ce que je faisais au début, j'utilisais un simple taille-crayon et je me retrouvais avec la moitié de mes crayons à la poubelle parce que les mines se cassaient et que j'étais pas capable de les tailler correctement. Donc, oula, pas de bêtises. Donc je vais vous montrer, alors je vais prendre en exemple un crayon qui serait mal taillé. Donc voilà, donc vous prenez votre crayon, vous avez besoin d'un cutter retrouvé. Donc évidemment, qui dit cutter dit coupant, dit donc faites attention, vous coupez pas, si vous coupez par ma faute, ça va pas le faire. Et si vous êtes jeune, ne faites rien sans l'autorisation de vos parents. Donc nous avons besoin du crayon, d'un cutter. Donc le cutter il va permettre de dégager la mine en retirant le crayon en bois. Et ensuite je vais tailler la mine en pointe avec du papier de verre. Donc là, comme vous le voyez, il a été pas mal utilisé, il y a un peu toutes les couleurs qui sont dessus. Et donc là c'est vraiment une fois que la mine a été dégagée, je taille la mine en pointe. Donc hop, comment je vais me placer. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, nous avons un crayon, et donc pour le tailler sans se faire mal et sans casser le crayon, parce que c'est aussi le risque quand on s'y prend mal. Donc, comme je suis à l'envers, mes mains sont inversées, donc c'est ma main gauche et c'est ma main droite. Donc la main droite tient le cutter et la main gauche tient le crayon, dans mon cas, car je suis droitière. Donc si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Et donc je vais tenir le crayon, pouce vers le haut, parce qu'en fait le pouce, il va permettre de pousser le cutter. Hop. Donc c'est parce que le pouce pousse le cutter que ça va permettre de couper le bois de façon bien parallèle au sens du crayon, et donc d'éviter de faire des entailles et de fragiliser la mine qui pourrait se casser. Donc faut pas hésiter, même si vous n'arrivez pas à dégager la mine du premier coup, c'est pas grave, vous faites plusieurs épaisseurs et vous repassez plusieurs fois jusqu'à ce que la mine soit bien dégagée. Hop, tranquillement, voilà. Et une fois que la mine est bien dégagée, eh bien, il ne restera plus qu'à la frotter délicatement sur le papier de verre pour avoir une mine bien pointue, comme ici. Et donc, savoir faire ça, voilà, elle est bien pointue. Savoir faire ça, c'est très important parce que, surtout si vous voulez travailler au crayon, c'est parce que vous voulez travailler en détail. Et donc, qui dit détail, dit avoir des outils de précision. Sinon, c'est quand même un petit peu compliqué. Où est-ce que j'achète mon matériel? Alors, j'achète mon matériel principalement sur une boutique qui est à la fois boutique en ligne et qui a quelques magasins physiques un peu partout en France. Il y en a plusieurs dans Paris, et comme je suis parisienne, ça m'arrange très bien. Qui est le Géant des Beaux-Arts, où on peut trouver à peu près de tout. Donc c'est vraiment très pratique pour moi. Et les achats complémentaires que je peux être amenée à faire, en général, tout simplement sur Amazon, sur Internet. Donc, les dernières questions, ça concerne la finalisation du pastel, du tableau au pastel. Quel fixatif
utiliser ou est-ce qu'il faut utiliser du fixatif? Alors oui, moi j'utilise toujours du fixatif. Je vais vous le chercher. Donc c'est un spray. C'est un vernis sous forme de spray. Moi j'utilise la marque du Géant des Beaux-Arts. Mais il existe plein d'autres marques qui peuvent être très bien. Celui-là me plaît bien parce que c'est un spray qui fait de très fines gouttelettes et qui va très peu faire de marque, ou alors il faudrait vraiment le pchiter très près ou assez mal par rapport à la feuille. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est censé protéger le pastel et donc lui assurer une meilleure longévité, éviter que les pigments se détachent facilement et une meilleure conservation des couleurs. Mais si on s'y prend mal, si on le fait de trop près, on va avoir des marques, des gouttelettes qui vont être visibles sur le tableau et qui vont pas partir en séchant. Donc il faut vraiment le faire avec légèreté, avec distance et bien suivre les conditions d'utilisation. Et donc faites attention parce que il faut bien protéger vos pastels ou même vos crayons de couleur. De toute façon, tout ce qui a besoin d'être encadré sous verre, c'est-à-dire tous les travaux au crayon. Si vous passez votre doigt dessus et que vous avez des dépôts sur vos doigts, ça veut dire de toute façon qu'il faut d'une part l'encadrer et d'autre part passer un coup de spray pour le protéger un minimum. Donc voilà qui termine la section pour les questions de matériel. Donc, les questions techniques. Première question, il me semble que vous ne faites pas les traits principaux avant de passer aux détails du dessin. Je pensais que cela se faisait par étapes pour faire les détails en dernier. Comment faites-vous? Alors, la question, je la comprends dans deux sens possibles. Donc, je vais répondre aux deux sens possibles pour être sûre de répondre entièrement. Alors évidemment, dès que j'attaque un tableau, je fais d'abord le croquis en entier de ce que je vais dessiner sur la feuille au crayon, très légèrement, parce qu'il faut savoir que si vous appuyez fort avec un crayon de papier, le pastel étant sec et le crayon étant gras, le pastel ne va pas pouvoir se fixer par-dessus du crayon. Donc quand je dessine ma trame sur le papier, c'est vraiment avec un crayon relativement sec, un crayon de papier relativement sec et je fais un trait léger. Comme ça ne va pas déranger le travail au pastel par-dessus. Donc évidemment, je vais dessiner le portrait du cheval, de l'animal ou autre en entier avant pour être sûr que la position, l'équilibre global de l'animal par rapport à la feuille va être ok. Donc ça, c'est vrai que quand je prends des photos en cours, on voit pas forcément ce travail-là. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression, si je dessine par exemple le bout du nez du cheval, on voit juste le bout du nez, on voit pas le travail au crayon du reste. Donc ça peut donner l'impression que j'improvise totalement, mais non, ce serait risqué parce que c'est un coup à commencer à faire le truc et se retrouver avec les oreilles en dehors du champ de la feuille, donc c'est pas possible. Donc il faut vraiment dessiner à la base le croquis général avec les traits principaux. Cela étant dit, c'est vrai qu'on a deux possibilités quand on fait un dessin. Soit on dessine petit bout par petit bout. Donc c'est vrai que moi, quand je prends des photos, très souvent je montre d'abord le bout du nez, ensuite je remonte vers les oreilles, ensuite je fais les yeux. Donc je fais vraiment étape par étape de façon assez détaillée. Donc je vais assez loin dans chaque étape. Ou alors, on peut faire vraiment tout étape par étape, c'est-à-dire on dessine la couche principale du dessin en entier, ensuite on commence à travailler les volumes, ensuite on commence à faire les détails, etc. Et à la fin, les effets de poils, de lumière, etc. Mais donc à chaque fois, ça recouvre l'animal en entier. Alors ça, c'est bien à faire si jamais on est limité dans le temps. Parce que si on est limité dans le temps, il vaut mieux faire un animal entier qui soit pas parfaitement fini, donc un peu moins détaillé que prévu, plutôt que faire l'animal hyper détaillé. Simplement, on n'a pas eu le temps de faire les oreilles par exemple. Donc il y aurait l'animal presque totalement fini, sauf les oreilles, et là c'est juste pas possible. Donc moi, comme j'ai pas trop cette contrainte-là, je fais un peu comme je veux. En fait, pour tout vous dire, ça dépend. J'aime bien varier.
Donc ça va dépendre de la taille du tableau, du sujet, de mon envie, de mon humeur. Donc parfois je vais faire zone par zone, parfois je vais faire en entier, étape par étape. Voilà, ça dépend. Alors, question suivante. Comment sais-tu quelle couleur utiliser pour un dessin ou une peinture? Alors, ça va être tout simplement l'habitude. Forcément, quand je vois une photo maintenant, je sais tout de suite quelle couleur je vais utiliser. Donc c'est vraiment l'expérience. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous aurez besoin des couleurs du poil de l'animal, donc enfin de la robe, du chien, du chat, du cheval. Donc par exemple, si c'est un cheval qui est alezan, évidemment vous aurez besoin de toutes les nuances de brun. Si c'est un alezan qui tire un peu sur le roux ou le rouge, vous aurez aussi besoin des nuances orange, rouge. Donc là c'est vraiment pour représenter le poil. Évidemment du blanc et du noir pour travailler les ombres et les lumières aussi, pour vous aider. Et des nuances de jaune pour travailler les reflets dorés par exemple. Et il faut aussi vous dire que parfois on a des couleurs qui sont un peu moins évidentes, à savoir quand le poil est très sombre, par exemple les crins noirs. Le noir avec des reflets, il va tirer parfois sur le bleu. Donc c'est vrai que du coup on peut avoir besoin d'utiliser du bleu pour les zones, pas forcément que sur du noir, hein, mais toutes les zones qui sont à l'ombre. Parfois on a des reflets bleus, donc c'est bien de travailler aussi, d'ajouter du bleu au crayon qu'on va utiliser, et j'en passe. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se contenter que du poil de l'animal, il faut aussi travailler toutes les petites nuances un peu surprenantes, et ça va s'acquérir avec l'expérience. De toute façon, si jamais un point vous intéresse dans ce que je raconte, j'ai pas forcément le temps de développer à fond, cette vidéo va être déjà bien assez longue, donc je peux pas rentrer vraiment à fond dans tous les détails. Si vraiment quelque chose vous intéresse, vous intrigue, quelque chose n'est pas forcément clair, mettez bien en commentaire votre question, ou que vous aimeriez bien que je développe le sujet, ou que je fasse une vidéo vraiment uniquement dessus, ou par exemple là pour le choix des couleurs, que je vous montre un tableau que je vais entamer, que je vous présente toutes les couleurs que je vais utiliser, le pourquoi, du comment, etc. Ça peut tout à fait être des choses qui s'envisagent. Donc si ça vous donne des idées, surtout n'hésitez pas à les noter. Ensuite, comment fait-on pour dessiner de façon réaliste les poils? Donc là, je vais vraiment parler par rapport au pastel, hein. Donc les poils au pastel, alors ça va demander beaucoup de temps, de patience, parce que ça va presque être un dessin qui va se faire au poil par poil. Donc ça va vraiment demander du temps, prendre son temps, se dire que même si le dessin vous le finirez pas en un jour, c'est pas grave, vous passez quelques heures ici et là, et à la fin vous aurez un résultat beaucoup plus réaliste. Et se dire aussi que pour éviter les poils, enfin les traits qui sont censés représenter du poil. Donc le poil, c'est une matière qui est fine, qui est souple, qui est brillante. Donc il ne s'agit pas de faire les poils en faisant de gros traits un peu raides, pas très esthétiques. Donc ça va vraiment être un coup de main qui va vous apprendre à faire un effet de poil avec fermeté, mais avec légèreté. Donc il ne s'agit pas d'abîmer la feuille, mais il faut quand même que le poil se voit. Donc ça demande une bonne pression sur la feuille, surtout si vous avez mis du pastel en dessous, ça veut dire qu'il faut que ça se voit par rapport au pastel qui est en dessous, mais il ne faut pas que ça se voit trop, sinon on perd en finesse entre guillemets. Donc là, il va vraiment s'agir de trouver le bon dosage dans le mouvement du crayon pour arriver à prendre son temps, faire vraiment poil par poil et prendre son temps surtout, voilà. Question suivante de Fanny. Comment faites-vous pour capter les détails du regard, unique et si particulier de chaque animal et qui fait toute la différence? Alors, ça me fait vraiment super plaisir quand je reçois des compliments sur les yeux des animaux que je dessine, parce que c'est vraiment pour moi l'élément, c'est pas le seul élément important d'un tableau bien évidemment, mais c'est vraiment pour moi l'élément fondamental qui fait que
le regard doit être accrocheur, il va capter le regard de la personne qui regarde le tableau. Et donc il faut vraiment pas hésiter à prendre votre temps pour faire ce regard et pour pouvoir transmettre quelque chose, transmettre une émotion. Donc pour ça, déjà, la chose la plus importante, c'est de partir sur une photo qui va être bien de ce côté-là, c'est-à-dire une photo qui va mettre en valeur l'animal avec un regard expressif, un œil brillant, donc pas un œil à moitié fermé, triste. Donc il faut vraiment choisir soigneusement vos photos de ce côté-là. Et ensuite, le travail de l'œil, alors ça mériterait peut-être une vidéo avec uniquement le travail d'un œil très en détail pour vous montrer comment moi je les travaille. Ça va être anatomique, bien évidemment, puisqu'il va falloir dessiner l'iris, savoir un petit peu à quoi ressemble une iris et comment on la dessine. Et tout ce qui fait la différence ensuite, ça va aussi être le travail des reflets. Comme l'œil est rond, humide, donc il y aura beaucoup de reflets dessus, parfois un peu trop, donc il va falloir trouver le bon dosage pour que on ait un éclat de vie, entre guillemets, que ça donne vie à l'animal et que ça lui fasse transmettre vraiment quelque chose, une émotion. Quelques questions. J'ai eu plusieurs questions, donc je ne vais pas vous les lire évidemment tout en détail, mais en rapport avec comment être capable de reproduire les modèles et de les rendre réalistes. Alors, d'ailleurs, ça rejoint une autre question que j'avais réservée pour plus tard, mais je vais parler de tout ça un petit peu en même temps, c'est comment progresser efficacement. Donc, le secret du réalisme repose dans le fait d'être capable d'observer très en détail son modèle et de pouvoir le reproduire et d'être capable de trouver quels sont les points forts et les points faibles de son travail pour ensuite petit à petit arriver à effacer les points faibles, à les améliorer pour ne mettre en avant que les points forts. Je peux même vous faire une vidéo vraiment détaillée là-dessus qui mériterait d'y consacrer plusieurs minutes. Là, évidemment, je vais pouvoir prendre autant de temps, donc si ça vous intéresse, surtout faites-le moi savoir et je ferai une vidéo entièrement consacrée là-dessus. L'avantage de reproduire des modèles d'après photo et de vouloir être réaliste, c'est que c'est très rigoureux et que ça demande d'une part de la rigueur hein, et d'autre part être capable de se remettre en question. Alors, j'ai une question intéressante de René Marc qui me demande, en ce qui concerne l'arnachement et la sellerie, quand je dessine des portraits de chevaux, vous arrive-t-il de vous servir de vrais modèles pour dessiner toutes ces petites parties, tous les détails, par exemple d'une bride ou d'une selle, etc. Alors, étant cavalière, je connais bien le sujet, donc forcément, quand on maîtrise, ça aide, mais il arrive parfois que on doive dessiner du matériel qu'on ne connaît pas forcément, d'une discipline qu'on ne connaît pas ou autre. Et dans ce cas-là, je ne vais pas spécialement chercher à voir en vrai le matériel, mais je peux aller chercher des informations sur internet, trouver des photos de plus près, de porter dans différents angles possibles, de chevaux qui porteraient en action, à l'arrêt, etc., différents enraînements, pour être capable de comprendre. Surtout que parfois les photos qu'on utilise ne sont pas d'une qualité extraordinaire, où il suffit qu'il y ait un reflet ou une ombre qui passe par là et qui fait qu'il y a une zone un peu floue. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir des photos ailleurs de cette partie-là qui nous intéresse. Si par exemple c'est un enraînement particulier qu'on n'aurait pas l'habitude, par exemple la première fois qu'on dessine une bride de dressage, quand on ne connaît pas. Moi j'ai de la chance, je fais beaucoup de dressage, donc ça c'est un sujet que je maîtrise bien, mais c'est vrai que si on ne connaît pas comment on fait une bride, on a vite fait de se tromper, de mettre un truc à la place d'un autre, et au final on va perdre en réalisme. Donc c'est vraiment important de prendre son temps et pas hésiter à multiplier les sources modèles pour ensuite être capable de bien maîtriser son sujet, et c'est toujours drôlement plus facile de faire un dessin quand on maîtrise bien le sujet pour aller au-delà des petits défauts de la photo.
Ensuite, question intéressante, comment fais-tu ressortir aussi bien les blancs? Est-ce que pour les blancs, vous utilisez un crayon ou autre chose? Et comment faire pour que les blancs ressortent quand, quand on les ajoute par-dessus une couche qui est beaucoup plus sombre. Donc, alors là, je vais parler vraiment pour le pastel, parce que le problème du crayon de couleur, c'est que c'est très compliqué de faire ressortir du blanc quand on a une couche sombre en dessous. Donc là, je vais parler vraiment du pastel. Le pastel, ça permet de superposer des couches, donc en toute logique, à moins qu'on ait sursaturé sa feuille et qu'on ne puisse plus accrocher aucun pigment dessus, si vous faites une couche sombre en dessous, normalement vous arriverez à rajouter du blanc par-dessus. Alors, il faut bien vous dire que le blanc ne sera pas aussi éclatant que si il n'y avait pas cette couche sombre en dessous, mais normalement le blanc ne devrait pas avoir de problème pour ressortir. Donc là, je vais à nouveau répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le travail du poil, c'est par rapport au trait. Donc pour que le blanc ressorte, il faut avoir un trait ferme mais léger. Donc ferme pour qu'il puisse vraiment ressortir par rapport à ce qu'il y a en dessous. Et léger parce qu'il ne faut pas non plus que ça raye la feuille et qu'au final on se retrouve avec un gros machin blanc qui ressemble à rien. On ne va pas gâcher non plus son travail. Donc voilà, s'il faut que le blanc ressorte vraiment, vraiment, et que malgré tout, votre travail, le blanc n'est pas assez percutant, moi ce que j'utilise c'est le bâton de pastel, donc cette fois-ci c'est plus du crayon, c'est le bâton, la craie quoi, normal, ou alors à la limite du carré, les carrés de chez Conté, ou d'autres marques peut-être, mais moi je connais que le carré de chez Conté, donc en fait ça va être des pastels qui vont être beaucoup plus riches au niveau des pigments, qui vont être beaucoup plus intenses, et donc qui vont permettre à utiliser avec précaution, parce que c'est beaucoup plus salissant, c'est beaucoup moins précis forcément que le crayon, donc si vous l'utilisez, il faut faire vraiment très attention que ça n'en mette pas partout, et que ça gâche pas tout, donc à utiliser avec délicatesse. Mais ça va vraiment permettre de faire ressortir, par exemple, l'éclat d'un œil. Donc si vous avez un reflet, que vous voulez ajouter une touche de blanc très intense à un tout petit endroit, vraiment pour donner de l'éclat, ou si c'est pas de façon ponctuelle, si vraiment vous voulez l'utiliser dans votre travail, dites-vous bien qu'une fois que vous aurez utilisé ce blanc-là, il est tellement riche que ça va être assez délicat de travailler par-dessus avec du crayon classique. Donc il faut vraiment que ce soit sur les toutes dernières couches de votre travail, en finition. Et donc faites attention de ne pas en mettre partout. Donc ça c'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner. Nous arrivons aux dernières questions. Alors, beaucoup de demandes par rapport aux fonds que j'utilise. Pour savoir, mes fonds, je ne travaille pas sur du papier uni. D'ailleurs ça se voit avec, le tableau derrière moi, c'est pas du papier uni, c'est avec des nuances. Alors, comment je fais? Je vais pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails parce que c'est vraiment une technique personnelle et donc j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. C'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Mais pour répondre tout de même assez rapidement, c'est de la peinture. C'est un travail au préalable de peinture. Par-dessus, je travaille ensuite au pastel une fois que tout est sec. Et ça ne dérange pas du tout le travail au pastel par-dessus. Mais j'imagine que tous les papiers ne permettent pas de faire ce travail-là. Et de toute façon, si vous travaillez... si vous voulez des nuances, travailler sur un fond par exemple avec une zone beaucoup plus claire et une zone beaucoup plus foncée pour faire un effet d'ombre, un peu comme comme des photos de studio. Il existe du pastel, alors c'est des espèces de soucoupes, le pastel est en poudre, et ensuite vous utilisez des éponges, et donc le fait que le pastel soit en poudre, et donc pas compacté dans une craie, un crayon, etc., ça va vous permettre vraiment de le tapoter un peu et de l'appliquer sur une feuille pour travailler les ombres et les zones d'ombre et les lumières que vous voudriez mettre sur la feuille. Donc ça peut être une piste pour ceux qui veulent un fond nuancé et pas forcément totalement uni. Ensuite, le dessin de base est-il décalqué, projeté pour être reproduit aussi fidèlement? Alors ça c'est une question très intéressante. Je sais que certains utilisent un calque, il ne faut surtout pas avoir honte de le faire. Moi j'ai l'habitude de travailler d'une certaine manière, j'en ai pas besoin, mais par contre, je vais être honnête, dès que j'ai le moindre doute,
sur le travail de base que j'utilise. Si j'ai le moindre doute de morphologie, du nez qui me semble un peu long, un peu trop fin, etc. J'hésite vraiment pas à utiliser soit un calque, ou alors, truc encore plus efficace que je vous conseille d'utiliser, c'est de prendre une photo de votre tableau, de la mettre sur ordinateur, et ensuite de la superposer à la photo d'origine en travaillant avec une application, un logiciel de photo classique. Moi j'utilise PowerPoint par exemple. C'est vraiment le truc de base et ça marche très bien. Donc vous les superposez toutes les deux, vous les placez exactement dans la même position, même taille, etc. Et vous travaillez sur les transparences pour pouvoir ensuite voir les deux couches en même temps. Et ça va vraiment vous permettre, si vous les avez parfaitement bien superposées, ça c'est la partie délicate, si vous les avez parfaitement bien superposées, les défauts de construction de votre dessin ressortiront tout de suite. Si c'est un animal entier que vous l'avez fait un peu trop gros, avec des pattes trop courtes, trop longues, etc., ça va tout de suite ressortir. Et donc vous saurez ensuite où travailler pour gagner en réalisme. Que fais-tu? Alors ça c'est une question très intéressante. Que fais-tu quand ton inspiration dit stop, que tu n'as plus l'envie ou la motivation pour dessiner? Alors, ça peut arriver. Quel que soit le temps passé en dessin, qu'on fasse que quelques heures par semaine ou qu'on y passe toutes ces journées, c'est vrai que parfois on a un petit coup de mou. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance de vivre de ma passion, donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et quand ça arrive, si ça vous arrive notamment, il faut être capable de faire une pause déjà, que ce soit une pause de quelques jours si vous dessinez comme ça vraiment de temps en temps, voire même de quelques semaines. Déjà, le fait de prendre une pause, ça va vous permettre de prendre du recul sur votre travail. Et quand vous reviendrez dessus, vous aurez très souvent, vous aurez progressé dans votre technique parce que vous aurez assez de recul pour voir les choses sous un œil neuf. Quoi qu'il en soit, il existe des petites astuces quand on n'a pas très envie de se mettre au travail. Parfois, c'est pas vraiment un manque de motivation, c'est juste de la flemme. Et dans ces cas-là, il y a des petites astuces, comme par exemple faire un petit peu d'exercice physique pour se redonner la pêche. Il y a des exercices de méditation, de réflexion qui peuvent permettre de retrouver sa concentration et d'être mieux disposé à travailler et à se concentrer. C'est surtout ça en fait, c'est rentrer dans un état d'esprit de concentration pour être prêt à passer des heures sur son dessin. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo dans laquelle j'ai essayé de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Si jamais je vous ai oublié, je suis vraiment désolée, c'était pas volontaire. Dans ces cas-là, si vous avez d'autres questions, si j'ai pas répondu à la vôtre, si ça vous a donné de nouvelles idées, n'hésitez pas à les poser en commentaire à cette vidéo. Si vous avez envie que je développe certains points plus spécifiquement en y consacrant une vidéo entière, n'hésitez pas également. Donc j'attends vraiment de vous que vous me donniez plein d'idées pour essayer de développer ensemble une chaîne qui soit utile pour vous. En plus c'est très sympa à réaliser pour moi, je m'amuse bien, donc ce serait vraiment avec plaisir. Et ben, j'espère que ça vous sera utile, que grâce à mes petites explications, ça vous permettra d'avancer, de progresser dans le dessin. Et c'est vraiment avec plaisir il faut vraiment pas hésiter à me montrer les résultats de vos progrès. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt.